Alors là, on est dans une église qui a été reconstruite à la place d'une ancienne église. Elle était bénie en 1889. Très grande, comme vous pouvez le voir, beaucoup trop grande pour les finances. Elle était prévue au départ de 3 travées de moins. Et le recteur de l'époque a voulu faire plus. Il espérait que les pèlerinages allaient reprendre. Vu qu'il y avait la ligne de chemin de fer qui venait d'être inaugurée, que ça redonnerait de la vie dans la commune, dans la paroisse. Donc il y a seulement les premiers piliers qui sont sculptés. Les autres ne l'ont pas été à cause du manque d'argent. Donc c'est du néo-gothique flamboyant. Ça rappelle l'ancienne église qui était déjà du gothique flamboyant. Alors c'est flamboyant, là on peut le voir sur les vitraux, hein, parce que ça fait des formes de bougies, quoi, dans l'aménagement donc de la verrière. Les premiers signes de pèlerinage, c'est 1400. C'est 1400, puisque le duc Jean V, qui est venu en pèlerinage après. Il était prisonnier des Montfort à Champtoceau. Il a prié Saint-Julien et avait envoyé 40 écus d'or à Saint-Julien pour la construction de l'église de ce temps-là. Et ensuite, il y a eu des très grands pèlerinages. Mais ça, on en reparlera à la crypte, parce qu'on va descendre. À partir de 1880, il lance une politique contre l'Église pour diminuer le poids de l'Église catholique, quoi. Par exemple, 1880, c'est le lycée pour les filles qui va être public. Après, il y a l'école gratuite, laïque. Après 1901, il y a le droit à l'association pour tout le monde, alors qu'avant, c'est l'Église qui contrôle toutes les associations. Puis après, il y a la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Donc l'Église a voulu montrer qu'elle était puissante et capable de réagir à la politique des républicains. C'est pour ça qu'on a dans les régions catholiques, des très grandes églises qui ont été construites. Celle-ci encore plus. Moi, je dis toujours une des plus grandes, parce que on ne sait pas si c'est la surface, si c'est la hauteur, c'est une des plus grandes églises. Donc la verrière, côté est, était faite en 1939, et derrière aussi, c'est la verrière ouest, c'est 2005. Et c'est celui-là qui donne toutes ces lumières que je vous ai montrées là. Là, c'est simplement la lumière, avec simplement quand même un petit rappel à Saint-Julien. Dans le bas, là, il y a la figure de Saint-Julien. Donc les fonds baptismaux et les confessionnaux ont été construits donc dans les contreforts de l'église. N'ont pas été rajoutés par-dessus l'église. C'est une construction donc directement en pierre dans l'église. Les portes sont faites par un menuisier local, qui rappelle un peu le style gothique. Il a repris en fait les formes des vitraux. Les vitraux de la verrière. Le monument aux morts, donc c'est après la guerre de 1922, je crois qu'il a été posé, avec un tableau qui est fait par une fabrique qui existe encore, c'est la fabrique Giscard. C'est le poilu qui est avec son arme à la main, l'ange à côté. Sous l'ange, il y a une ancre marine qui est le symbole de l'espérance. L'entourage a été fait par le même menuisier que les portes des fonts baptismaux. On a également la chaire qui est du XVIIIe siècle, qui était dans l'ancienne église, qui est également classée. Quand cette église a été construite, la chaire a été mise dans le milieu de l'église, là où le prêtre montait en chaire pour les prédications. Et au moment de la sonorisation, il n'y avait plus besoin de la chaire, donc elle a été heureusement gardée et mise là quand même. La grande verrière qui est au milieu, là, c'est un rapport à l'enfance de Jésus et après Jésus avec les enfants. À droite, on a la fuite en Égypte. Tout à fait en bas, la présentation de Jésus au temple. Et ce qui est intéressant, c'est la partie du milieu qui est Jésus qui est avec les enfants et qui dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux leur appartient ». 1939. C'est le premier vitrail qui a été posé, il n'y en avait pas du tout avant. Celui de gauche qui est le vitrail consacré à la Vierge, et puis il y a celui de droite. Celui-là, on va peut-être développer celui-là. Saint-Julien, donc le patron de la paroisse, Saint-Julien de Brioude. Il est au milieu, lui, là il est en soldat romain, puisque c'était un soldat romain. On voit à gauche, en haut, le Saint-Julien, il a l'auréole verte. Il va avoir la tête tranchée puisqu'il était martyr.
Un peu plus bas, on a Saint-Julien, le même Saint-Julien avec son ami Saint-Féréol. À droite, en haut, les amis de Saint-Julien lavent sa tête dans la rivière qui passait là. Un peu plus bas, on voit un prêtre sur un cheval. Ça, c'est Messire Després qui, en 1710, est allé à Brioude pour récupérer des reliques, justement, de Saint-Julien. Voilà, donc ici c'est Saint-Julien donc qui est représenté. Donc c'était un légionnaire romain. C'est l'empereur Dioclétien qui avait décidé au début du IVe siècle d'éliminer tous les chrétiens de son administration. Saint-Julien en faisait partie. C'est pour ça que c'est devenu un martyr puisqu'il a été décapité pour avoir résisté et avoir refusé donc la décision de l'empereur. Donc ça, pour expliquer pourquoi il y a une crypte, ça c'est l'ancienne église du XIVe siècle. Comme celle-ci a été agrandie, elle a été agrandie sur cette maison-là qui a été enlevée et on commençait à arriver dans la descente. Et pour que le chœur donc soit horizontal, il a fallu bien dessous, soit c'était comblé, soit donc il y a une crypte de fer. Il y a toujours l'idée de grandeur dans cette église quand on l'a construite. Donc voilà pourquoi il y a eu cette crypte qui a été construite. Alors on a des traces de ces pèlerinages dans la vitrine. L'ancienne église a été démolie à partir de 1886 et il y a eu en même temps des fouilles archéologiques qui ont été entreprises au moment de la démolition. Et on a donc des restes qui ont été là remis ici. Il reste encore des traces, notamment... Ça, c'est les fers d'un galérien. La chaîne des galériens qui allait de Bretagne à Marseille passait entre autres par Saint-Julien. Un des prisonniers, un des galériens avait été attaché à un pilier de l'ancienne église, bien entendu. Il a prié Saint-Julien, il a été délivré et on a gardé ses menottes. Dans l'ancienne église du XIVe siècle, eh bien, avant de la démolir, la chaux a été nettoyée, donc on a retrouvé une peinture de Saint-Julien. Et sur cette peinture de Saint-Julien, on peut voir que c'est un aristocrate, plutôt qu'un légionnaire. Il a un faucon dans la main également, donc il laisse penser qu'il y a pu quand même avoir après cette confusion entre les deux Saint-Julien. Oui, donc ici on a les vestiges de l'ancienne église. Ici c'était un blason qui était dans l'ancienne église. C'est les images de la famille de Laval. C'est lorsque pour la première fois la famille de Laval à Châteaubriand arrive à Châteaubriand. C'est Guy XII de Laval qui se marie avec Louise de Châteaubriand. Donc là on a les blasons de Châteaubriand, hein, c'est pas mal abîmé. La famille de Laval voulait montrer que c'était eux maintenant qui arrivaient c'était les barons. Hein, pour montrer qu'ils étaient présents et bien attachés. C'était bien la famille qui allait succéder à la famille de Châteaubriand. Louise, c'est la dernière, elle meurt en 1382, c'est la dernière représentante de la famille. Donc là, on voit ce sont les armoiries de Bretagne tenues par un ange. Ici, ce sont les clés de voûte qui étaient dans l'ancienne église. Donc, on peut voir là sur ces premières les armoiries du duché de Bretagne, donc tenues par un ange. Et sur l'autre, il y a l'ange, mais il n'y a plus du tout ça a été supprimé, quoi. Je ne sais pas à quoi ça correspond, quoi. On a ici, donc, ce sont des moules qui servaient pour fabriquer des médailles ou des fibules que les pèlerins pouvaient acheter et ils repartaient après donc avec ceci. Et donc là encore, on peut voir, on a trois moules qui permettaient de faire ces médailles de Saint-Julien. Et c'est encore un saint qui est habillé en armure du Moyen-Âge, un saint aristocrate. Donc la chapelle Sainte-Anne date de 1641. On ne connaît pas trop l'origine de sa construction. Hein. On sait que c'est les poutres de l'ancien hôpital qui ont servi pour faire la charpente, mais ça reste assez limité, donc on ne sait pas trop, quoi. Donc ici, c'est le retable de l'ancienne église qui date de 1670.
voilà, qui était fait dans un style baroque. C'est toujours en réaction à la réforme protestante, puisque les protestants avaient plutôt une politique qui favorisait la pauvreté dans l'Église. Et l'Église a réagi en disant dans sa réforme, si on est puissant, c'est que Dieu l'a voulu et on doit le montrer qu'on est puissant. Donc il y a eu ce style baroque qui rajoute beaucoup de dorures à chaque fois, avec des feuilles d'acanthe, des piliers en marbre. Alors sauf qu'ici c'est du bois qui est peint, ils n'avaient pas les moyens d'avoir du marbre sans doute. Le tableau étant souvent représenté, c'est le tableau du rosaire, la Vierge qui donne le chapelet à Sainte Dominique d'un côté, et l'enfant Jésus qui le donne à Sainte Catherine de Sienne. Voilà, donc le lavoir date de 1860. Donc il était au départ, il n'y avait pas de toit. Le toit est rajouté en 1930. On retrouve dans les délibérations municipales les différentes constructions. Et la grande passerelle en schiste là a été placée en 1899. C'est une pierre qui vient de Juigné. De la carrière du Fertet. La carrière du Fertet à Juigné-les-Moutiers. Donc les dernières lavandières, c'est entre 1945 et 1950. Mais elles venaient rincer le linge ici. Donc elles redescendaient avec leurs brouettes chargées de linge par où on est passé tout à l'heure. Et pour remonter, on dit que les messieurs venaient quand même les aider à remonter la brouette parce que c'était un peu lourd. Ce pré là s'appelle le pré de la lutte parce que après les Bretons, lorsqu'ils venaient, ils avaient fait leurs ablutions aux fontaines, venaient ici après pour des concours de lutte bretonne. Donc la lutte bretonne, l'origine date du 5e siècle. C'était un art martial des Bretons pour la guerre. Ça a duré à peu près jusqu'au 16e lorsque les fusils sont apparus. On ne se battait plus encore à corps, donc il n'y avait plus besoin. Et ça a été repris par les paysans qui ont continué cette lutte bretonne. C'est le Bourren, ça existe toujours. Il y a une fédération de lutte bretonne internationale aujourd'hui. Et le gagnant, ici, donc, gagnait lorsqu'il remportait ce concours là, au 18e siècle. Il gagnait un louis d'or, ce qui était important. Il gagnait également une exemption d'impôt pendant 1 an. Ça, c'était aussi très important. Et il avait une paire de gants blancs. Alors là, on est aux fontaines. Le nom qui était mis sur les cartes, c'est les fontaines de Girouy. C'est là où venaient les pèlerins à la suite des cérémonies qui avaient eu lieu à l'église. Ils venaient en pèlerinage donc aux fontaines de Saint-Julien. À ce moment-là, ça n'était que des bassins, hein. Il n'y avait pas l'entourage, bien entendu. Les 3 fontaines sont censées guérir un certain nombre de maladies. Donc tous les pèlerins venaient là. Mais à ce moment-là, il n'y avait que deux fontaines. La 3e est beaucoup plus récente. Et là, c'est un autoportrait au crayon qui a été fait par Fréaur. Et quand on regarde la statue, on voit que c'est également un autoportrait qu'il a fait également, c'est la statue de... Donc là, on voit la ressemblance entre l'autoportrait qui a été fait par Jean Fréaur et ici la tête de Saint-Julien qui, visiblement, c'est également un autoportrait. Alors, ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire ici, avoir un vœu. Et si on lance une pièce de monnaie entre les pieds de la statue, le vœu se réalise. Donc je vais faire l'essai, bien sûr. Oh, oui. Gagné. J'espère que tu avais fait un vœu avant. Donc ici, nous sommes sur l'ancienne voie de chemin de fer qui partait de Châteaubriand. Le train arrivait à Herbray, après il passait par les fours à chaux, et des fours à chaux Saint-Julien, et de Saint-Julien jusqu'à la Chapelle-Guin. Donc à Saint-Julien, l'inauguration a lieu en 1888. Ce qui est intéressant, c'est que le maire de l'époque, s'appelle Mélier, a écrit la journée d'inauguration. Alors par le train arrivent tous les officiels, hein, il y a le sous-préfet, le député, le conseiller général. Donc 1888, c'est 1 an avant la fin de la construction de l'église, qui explique pourquoi aussi l'église aussi grande, on espérait, grâce au train, faire revenir des pèlerins
comme il y en avait au XVIIIe siècle. On l'appelait le petit train, parce que c'était pas large, 60 cm de large, les rails. Et à la fin, c'était un train qui peinait. Hein. Dès les années 30, on a voulu supprimer la ligne, puis devant les pressions des officiels de Saint-Julien, ça a duré jusqu'en 1947. Mais les habitants, là, les plus âgés de Saint-Julien, qui disent qu'ils l'ont pris, ce train, dans les côtes, parfois, il fallait qu'ils descendent pour le pousser, parce qu'il avait du mal à avancer. Surtout s'il y avait des wagons, à plus avec des bestiaux dedans, ou des marchandises. Moi, je l'ai pris, j'étais toute gamine, je devais avoir 5 ou 6 ans, pour aller de Saint-Julien à la Chapelle-Glin. Et c'est vrai que les gens d'Au-de-la-Lau, là, du village, auprès de l'étang, disaient « Ah ben, on l'entendait » parce qu'il sifflait, bien entendu, quand il s'arrêtait pour prendre de l'eau. Quand on entendait siffler, ben, il était temps qu'on aille au bourg pour le prendre. Mais on avait le temps de monter au bourg à pied pour le prendre. Le village s'organisait au Moyen-Âge entre l'église à l'est et le manoir de la Petite Chauderie à l'ouest. Et toutes les maisons qui sont là datent du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Donc c'est sur cette place que les pèlerins étaient accueillis. Et à chaque fois à l'église, ils venaient avec un petit sac, ou un grand sac plutôt, un boisseau de blé. Et le prêtre récupérait ce blé, il en mettait une petite poignée qu'il bénissait, qu'il redonnait aux pèlerins. Alors c'était un enrichissement qui était devenu scandaleux avant la Révolution, puisque le prêtre s'enrichissait avec ces quantités de blé qu'il récupérait. Donc derrière, ça c'est la plus vieille maison connue de Saint-Julien. Donc elle date de 1527. C'était une auberge, ça s'appelait l'auberge des Trois Rois. Donc c'est une maison carrée avec une cour intérieure. Et toutes les maisons du bourg avaient un nom. On a le plan, René a le plan avec pratiquement tous les noms de toutes les maisons. Cette maison-là s'appelait la maison des Trois Rois.